transformation parce qu'il est possible qu'on mette des choses en place pour vous aider. Ce serait dommage que vous manquiez ces informations. Et si vous pouvez transmettre alors vos vidéos, Madame Fournier, ce sera super. Si on pouvait transmettre quoi? Les vidéos que vous avez faites, si vous pouvez la transmettre. Ah oui, mais c'est le TP4 en fait. Ah, d'accord. Que j'avais filmé pour moi. Ça, j'ai failli prendre ça. Bon alors, la semaine passée, on avait commencé les plans nichés et il restait deux choses qu'on n'avait pas encore vues. En fait, c'était d'abord le tableau complet de décomposition de la variance. On va commencer par revoir ça. Alors, si je vous laissais le temps de le faire par vous-même, ça prendrait les 2 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les clés pour que vous soyez capable de le refaire à votre aise chez vous. Faites-le vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est... Si vous prépassez à l'examen, vous aurez un tableau de décomposition de la variance à réaliser. Certainement pour un des 3 types de design, donc c'est vraiment important. C'est des notions qui ne sont pas vraiment nouvelles pour la plupart. C'est des choses que vous avez déjà vues en BA1, mais ceci dit, il faut être capable de bien tout remettre en place et d'avoir en tête les éléments clés au bon moment. Donc je vais vous rappeler ces éléments. Et je vous avais dit aussi qu'on devait encore voir les coefficients de corrélation intraclasse, qui, pour rappel, servaient en fait à vérifier l'ampleur de la dépendance de l'observation. Donc l'idée des plans en mesure répétée, c'est que on ne peut pas faire une simple ANOVA parce que l'indépendance des observations n'est pas respectée. À l'intérieur d'un individu statistique, il y a plusieurs mesures et donc il y a nécessairement des dépendances entre les scores. Et le coefficient de corrélation intraclasse, il sert justement à mesurer à quel point la relation entre les scores censés être dépendants est importante. Plus elle est proche de 1, plus ça veut dire qu'il y a une très forte relation entre les mesures répétées. Donc je vous avais dit qu'on ferait ça aujourd'hui. On ne va pas le faire. À la place, on va directement passer au plan croisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coefficient de corrélation intraclasse, on le calcule exactement de la même façon, suivant qu'on soit dans un plan niché, croisé ou mixte. Donc on le verra plus tard. Vous verrez en plus que dans le TP, on explique comment faire. C'est vraiment juste une formule à copier-coller dans Excel et ça vous donne la réponse. Donc c'est vraiment juste procédural, il n'y a pas vraiment quelque chose à comprendre. Alors que dans les plans croisés, il y a des choses qui sont importantes à comprendre. On va plutôt assister là-dessus. Et pour les plans croisés, j'espère avoir le temps aujourd'hui de voir l'approche qui consiste à passer par le menu spécifique de l'ANOVA, ainsi que le tableau de décomposition de la variance. On verra si on a bien le temps de faire tout ça. Ok, donc, tableau de décomposition de la variance pour les plans nichés. Pour rappel, on était en train d'étudier des couples de joueurs de tennis. Il y avait 10 couples par groupe et il y avait 3 conditions. Certains n'avaient pas d'entraînement spécifique, d'autres avaient un entraînement confiance en soi et encore d'autres avaient un entraînement gestion du stress. C'est les 3 conditions. Ok ? Et donc, si on avait eu des joueurs isolés, eh bien, on aurait pu faire une ANOVA telle que vous la connaissez. Mais comme on étudiait des couples de joueurs, eh bien, il y avait ce problème de dépendance entre le score du premier et du deuxième joueur au sein d'un seul couple. Et pour cette raison, on avait calculé un score unique par individu statistique. Et en faisant ça, ça nous avait permis de faire une ANOVA. Donc de tester l'effet de la condition sur le score unique calculé pour chaque individu statistique. On avait vu que l'avantage de cette technique, c'était de pouvoir retomber sur une ANOVA. Mais on avait vu aussi que ce faisant, eh bien, on perdait un petit peu d'informations puisqu'on faisait une espèce de résumé. On perdait en fait l'information qui se rapporte à la variabilité des scores entre le premier et le deuxième joueur. D'accord ? Ceci dit, ce n'était pas très grave dans la mesure où la différence entre le premier et le deuxième joueur n'était pas un facteur qui nous intéressait. C'est pour ça qu'on a pu se le permettre. Mais vous verrez que pour ce tableau de décomposition de la variance, notre but est de décomposer toute la variabilité qui apparaît dans la base de données. Et donc aussi celle qui se rapporte à la différence entre le premier et le deuxième joueur. Donc il va y avoir des petites analyses en plus à faire. Alors, de manière générale, quand je vous dis variance totale, je suis bien en train de regarder tous les scores de la base de données, c'est 60 observations, et me demander qu'est-ce qui fait que ces 60 scores sont différents, comment est-ce que je peux décomposer la variabilité en plusieurs sources pour savoir quelle part de la variabilité est imputable à quelle source. D'accord ? Donc on va devoir identifier toutes les sources possibles et on va décomposer la variance totale et on va attribuer à chaque source la part de variance qui lui revient. De manière générale, quel que soit le type de design, la base elle est commune. Vous aurez toujours la décomposition de la variance totale en ce qu'on appelle la variabilité intergroupe et la variabilité
intragroupe, pardon, je dis, c'est pas intergroupe, c'est intersujet et intrasujet. D'accord? Alors ici, dans le cadre de cet exercice, si je vous parle d'intersujet, il faut comprendre inter-individu statistique, si vous voulez. Donc, je pourrais parler d'intercouple, la différence entre les 30 couples de ma base de données. Ça va? Ça, c'est l'intercouple. Je vais l'appeler comme ça pour faciliter les choses. Et donc, ça va être le premier tableau qu'on va devoir constituer. Et pour ce tableau-là, eh bien, si on regarde les outputs qu'on avait obtenus la semaine passée, on a absolument toutes les informations nécessaires, puisqu'on avait bien étudié la différence entre les 30 couples. Et on va voir comment tout ça se décompose un peu plus tard. L'autre source, c'est la variabilité intrasujet, ou pour le coup intracouple. C'est donc la différence entre les deux individus qui appartiennent à un seul et même couple. D'accord? Donc si on repense à notre design, on a 3 groupes. Chaque groupe est composé de couples de joueurs. Le petit cercle, ça représente les couples. Et à l'intérieur de chaque couple, à chaque fois, il y a 2 personnes. Eh bien, la variabilité intercouple, on va voir qu'elle peut elle-même se décomposer en plusieurs sources. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que les 30 couples au sein de ma base de données n'ont pas tous exactement le même score? Par exemple, qu'est-ce... Oui, vous avez une idée? La condition d'entraînement. Exactement, la condition, c'est la première chose. Donc, la première source, c'est la variabilité intergroupe. C'est la différence entre les scores des sujets qui appartiennent à chacun de mes 3 groupes. Ça va? Dit autrement, c'est la part de la variabilité qui est expliquée par le facteur qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme source de variabilité, à votre avis? Donc j'ai toute la variabilité entre les couples, et là j'ai déjà pris en compte la partie qui est expliquée par les conditions. Qu'est-ce qui reste forcément? Pensez aux lois complémentaires. Est-ce que toute la variabilité est expliquée par la différence entre les conditions? Non. Ben non, parce que si je regarde 2 individus au sein d'un même groupe, ils n'ont pas forcément les mêmes scores. D'accord? Ça veut dire qu'il y a, en plus de la variabilité intergroupe, une variabilité intragroupe. D'accord? Pas intrasujet, intragroupe. Je suis en intersujet, mais intragroupe. Dans le groupe sans préparation spécifique, il y a une variabilité dans les 10 scores. Donc le couple 1 de la condition sans entraînement n'a pas le même score que le couple 2 de la condition sans entraînement. C'est bien cette source-là que j'étudie. Intersujet, intragroupe. C'est donc la différence, ici, que je vais représenter en bleu, c'est la différence entre tous les couples au sein des conditions. Ça va? Eh bien, si je vous remonte mon tableau ici, vous verrez que dans ce tableau, je vais représenter sur chaque ligne une source possible de variabilité. Eh bien, ici, je vais avoir la ligne totale prépa qui correspond en fait au facteur qui m'intéresse, donc la part de variabilité expliquée par la différence entre les conditions. Et erreur inter, eh bien ça c'est ce que je vais considérer comme étant l'intragroupe. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'erreur? Eh bien tout simplement parce que c'est une variabilité qui n'est pas expliquée par le facteur qu'on est en train d'étudier, tout simplement. D'accord? Ça va, c'est clair pour tout le monde ça? Est-ce qu'il y a aussi une variabilité intrasujet? Il y en a une aussi. C'est justement la différence entre les 2 individus au sein d'un couple. Mais cette variabilité-là, je ne suis pas encore en mesure de l'étudier avec les outputs que j'ai déjà obtenus, justement parce que nous, on a effacé cette différence en calculant un score unique par couple. Ça va? Mais vous verrez que dans quelques minutes, je ferai un deuxième tableau, justement, qui se rapportera à cette variabilité intra-sujet. Et donc, on verra comment obtenir cette information dans SPSS. Bon, je vous ai déjà parlé des lignes, pas encore des colonnes. Vous verrez qu'en fait, quand on vous donne ce genre de tableau à l'examen, il sera complètement vide. Donc, ce sera à vous de nommer les colonnes et de nommer les lignes aussi. Ceci dit, il ne faut pas retenir par cœur toutes les colonnes, parce que si vous regardez ce qu'on a ici, j'exclus la première et la dernière colonne. SC, somme des carrés des écarts, sum of square dans SPSS. DDL, degré de liberté, DF, degrees of freedom dans SPSS. CM, c'est le mean square dans SPSS. Ça, c'est la statistique F, et ça, c'est la p-valeur. Vous n'avez pas en tête une sortie que vous connaissez bien dans laquelle apparaissent toutes ces informations en général? ANOVA. Une sortie ANOVA, exactement. Alors ici, j'ai refait les analyses
passer via One Way ANOVA. J'ai juste mis le type de formation comme VI et le score W calculé comme VD. Et on avait obtenu plusieurs sorties avec nos contrastes, mais avant toute chose, il y avait ce tableau ANOVA qu'on n'avait pas analysé parce qu'on était dans une logique a priori. Mais ceci dit, il était quand même apparu dans l'output. Mais voilà, sum of square des F, mean square F, sig. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc vous ne devez pas retenir par cœur les colonnes. Il suffit de savoir que ce sont les mêmes que celles qui apparaissent dans une sortie ANOVA pour l'essentiel. Tout ce qu'on vous demandera, c'est de rajouter 2 colonnes à tout ça. La première, bêta, eh bien, ça c'est les coefficients associés à chaque prédicteur. Ça se rapporte à ce qu'on avait fait quand on avait calculé le modèle augmenté, si vous vous rappelez. Et PRE, ben, c'est la PRE partielle, qui est une information sur la taille des faits que vous connaissez bien aussi normalement. Si je reviens à ma sortie ici, comme je vous l'ai souvent rappelé ces 2 dernières années, eh bien, je sais que ma F, elle se rapporte à 2 sources de variabilité. Between group, ben ça c'est ce que je viens de décrire, c'est la différence entre les groupes, entre les conditions. Et within group, c'est la différence à l'intérieur des conditions. C'est donc bien exactement les 2 sources qu'on a identifiées. Ça va? Et juste en dessous, vous avez le total aussi. Ben, le total, c'est l'addition de ces 2 sources-là. Ça va? Eh bien ça correspond à une grande partie de ce que je suis censée mettre dans mon tableau de décomposition de la variance. Je vous remets ici mon slide. Tout ce que je mets en vert ici, c'est le tableau ANOVA que j'ai été copié-collé. Ça va? Ceci dit, ne retenez pas par cœur qu'il suffit de copier-coller le tableau. Pensez bien à ce que vous faites, réfléchissez bien au sens, parce que vous verrez qu'en fonction du design, en fonction du cas, ça ne se présente pas toujours exactement de la même façon, et il est évidemment important que vous compreniez ce que vous faites pour pouvoir transposer cet exercice à n'importe quel autre exemple. D'accord? Mais donc ici, j'ai bien toute ma variabilité inter-sujet, ma variabilité intra-sujet et le total. Alors attention, comme je l'ai rappelé il y a 2 minutes, on est dans une logique a priori dans cet exercice. Je ne me suis pas contentée dans l'énoncé de dire qu'il y avait une différence entre les 3 groupes. J'ai spécifié plus précisément que je pensais qu'entre les 2 groupes avec une formation spécifique, gestion du stress ou confiance en soi, eh bien, il y aurait une différence telle que les performances seraient meilleures que dans la condition pas d'entraînement du tout. Là, je suis en train de vous rappeler qu'en fait, cet effet-là, on l'avait décomposé en contraste. Eh bien, c'est ce que vous allez devoir faire dans votre tableau. Pour être tout à fait exhaustif, cette ligne ici, effet du facteur VI, je vais la décomposer en C1 et C2. Et vous allez voir qu'en fait, en pensant à toute une série de lois que vous connaissez déjà, vous allez être en mesure de complètement compléter ce tableau. Donc, je vais vous rappeler ces 2-3 lois, et après, vous devrez les avoir en tête pour terminer la complétion du tableau. D'accord ? Première chose, comment est-ce qu'on calcule une variance? Vous vous rappelez? C'est quoi la formule qui permettait de calculer la variance? Vous avez vu ça en VA1. La somme... La somme de quoi? Somme des xi moins x moins x moyenne, bar, voilà, moyenne. au carré. Exactement. Divisé par n. Alors ça, c'est la formule de la variance de base. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai bien une somme du carré des écarts. Vous voyez, somme of square. C'est pas un hasard. Divisé par n. Pourquoi? Parce qu'en fait, on calculait l'écart de chaque observation par rapport à la moyenne. Et l'idée, ce serait de savoir, en moyenne, de combien chaque individu s'éloigne de la moyenne. Sauf que, je ne peux pas faire une simple moyenne de l'écart, parce que si je fais ça, je vais toujours systématiquement retomber sur une valeur de 0. Si je fais la somme de tous les écarts des individus par rapport à la moyenne, cette somme vaudra toujours 0. Et donc, pour annuler le problème de signe, on élevait cet écart au carré. Si c'est un peu flou dans votre esprit, retournez voir votre cours de BA1, tout ça est expliqué en détail dedans. Et ensuite, puisque le but c'était de savoir de combien chaque individu s'éloignait de la moyenne en moyenne, on divisait par n. Mais on avait vu aussi que quand on était dans une logique inférentielle, on ne pouvait plus diviser par n, mais on devait à la place diviser par n-1. Ça, ce que vous me décrivez là, ça correspond en fait à la manière de calculer la variance totale. D'accord? Et si j'essaie de généraliser un petit peu ça, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai au numérateur une somme des carrés des écarts et au dénominateur des degrés de liberté. Le carré moyen, c'est la même chose que la variance corrigée. C'est juste une autre nomenclature, mais c'est exactement le même concept. Autrement dit, je suis en train de vous dire que si je veux trouver un carré moyen,
Je dois prendre la somme des carrés des écarts qui se rapporte à cette source de variabilité et la diviser par les degrés de liberté qui se rapportent à cette même source. Autrement dit, 1920 sur 2, ça donne 960. 3626 sur 27, ça donne 134, etc. D'accord? Ça c'est clair pour tout le monde? C'est donc la première loi que vous devez bien garder en tête pour terminer ce tableau. C'est que carré moyen égale somme des carrés des écarts divisé par degré de liberté. Ça va? Je les ai rappelés dans mes slides, hein. Vous verrez que tout ça a été mis, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter, il faut juste l'avoir en tête. Deuxième chose très importante, la F, alors ça je l'ai plus ou moins rappelé en plus il y a quelques minutes, c'est toujours un ratio entre deux sources de variabilité. Je vais toujours mettre au numérateur, vous vous rappelez, quelle source? Ça vous parle plus? Pourtant ça je crois que j'ai dû le rappeler presque à chaque TP depuis 2 ans. Non? Je ne sais pas. C'est toujours un ratio entre au numérateur, la part de variabilité expliquée par l'effet qui m'intéresse, et au dénominateur, du coup, la variabilité de l'erreur. D'accord? Autrement dit, ça, 7,151, c'est 960 divisé par 134. Ça va? La F, c'est le ratio entre le carré moyen de l'effet que je suis en train d'étudier divisé par le carré moyen de l'erreur. Ça va? Si on utilise le SSE, A, SSE, SSR, enfin somme de carrés. SSR divisé par degré de liberté, etc. La formule de la F. C'est à ça que vous faites allusion? SCR, oui. Dans ce tableau, c'est où le SCR? SCR, c'est la différence entre le total et l'erreur. Et donc, ça correspond à ça, SCR. Ça va? C'est une autre façon de calculer les choses, effectivement. Je crois que c'est la formule quand vous avez enseigné en BA1. Mais ça revient exactement au même raisonnement. C'est l'idée que je divise la variabilité de l'effet qui m'intéresse par la variabilité de l'erreur, en espérant que le ratio soit plus grand que 1.